Alors que je quittais la salle d'audience sous les moqueries bruyantes de mon mari et de sa jeune amante, j'ai accidentellement pris la veste de la maîtresse de mon mari au vestiaire. Quand j'ai mis la main dans la poche, j'ai trouvé un mot qui m'a figé d'horreur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je suis sorti du tribunal, serrant une poignée de feuilles de papier, essentiellement mon dernier espoir de justice, mais en même temps une lourde confirmation de ma défaite humiliante. Les rires moqueurs de mon presque ex-mari me frappaient la nuque, comme si quelqu'un m'avait lacéré les nerfs avec un couteau. Lui et sa nouvelle compagne, cette très jeune femme qu'il disait irrésistible, n'ont pas manqué l'occasion de se délecter une fois de plus de mon désarroi. Et dire qu'autrefois, j'avais cru en cet homme, j'avais espéré en lui. Et maintenant, je me tenais sur le sol de marbre froid du couloir, à côté d'un tableau affichant les noms des prochains plaignants et défendeurs, incapable de prononcer la moindre réponse à leurs remarques acerbes. 6 ans de mariage réduits à néant. Je m'étais supplié d'endurer encore un peu, j'avais tenté de trouver des compromis, cru que nous aurions une maison commune, des enfants, que nous surmonterions les problèmes habituels. Mais j'ai vu comment il changeait ses plans sans moi, annulait nos accords, puis comment son amie fidèle nommée Stacy était apparue. Pendant que je prenais lentement et douloureusement conscience de cela, il décidait déjà de tout mon avenir. Il a demandé le divorce le premier. Il m'a calomnié au tribunal si efficacement que je me suis senti coupable même de choses que je n'avais pas faites. Encore un peu et je n'aurais pas pu supporter, j'aurais fait une bêtise. Mais heureusement, un simple engourdissement m'a sauvé. Devant le juge, j'ai simplement cessé de résister. L'avocat de mon mari était plus sûr de lui, mieux préparé que moi. De plus, mon avocat, une connaissance aléatoire d'un cabinet semi-fermé, n'a probablement même pas fait beaucoup d'efforts. Au final, il ne restait que des miettes de mes droits dans la décision du tribunal. Mon ex-mari, bien que légalement nous ne soyons pas encore totalement divorcés, le tribunal n'ayant rendu qu'une décision provisoire, souriait triomphalement lorsque le juge a annoncé les principales dispositions. Il a quitté la salle d'audience juste derrière moi, accompagné de sa jeune amante, et m'a lancé quelques mots acérés, ajoutant même un sarcastique « Tu as eu ce que tu méritais ». J'avais peine à comprendre où je devais aller. Le vestiaire, la rue, la maison? Que faire ensuite, quand tous les plans s'effondrent? J'ai juste eu le temps d'attraper mes affaires automatiquement. Au vestiaire, il y avait une sorte d'agitation, les gens étaient pressés, la préposée était débordée. Je lui ai tendu mon jeton et j'ai saisi la veste derrière le comptoir. Par sa forme et sa couleur, elle ressemblait vraiment à la mienne, bleu foncé, avec une capuche, les poches légèrement inclinées. Mais j'ai alors entendu que mon mari et son amante s'étaient arrêtés près de la porte du fond, échangeant apparemment des plaisanteries, se moquant encore une fois de moi. Ils prenaient probablement plaisir à me railler, à discuter de la façon dont j'étais sortie complètement perdante du tribunal. Je n'en pouvais plus. Je me suis précipité vers la sortie, voulant disparaître pour éviter de croiser leurs regards, et j'ai finalement foncé dehors où l'air frais m'a frappé en même temps qu'une légère bruine. En me retournant, j'ai réalisé que j'allais dans la direction exactement opposée à celle que j'avais prévue. Mais tant pis. Je tourne au coin de la rue, je fuis, je me cache, le plus loin possible de ces moqueries. Les gens sur les marches du palais de justice me regardent avec lassitude, ne comprenant pas ce qui se passe. Le bruit de la pluie me calme un peu. Que les gouttes frappent l'asphalte, qu'elles mouillent les mèches de cheveux échappés de mon chignon négligé. C'est mieux que de rester là, me sentant comme l'échec ultime sous le regard de mon ennemi fraîchement déclaré et de sa jeune victorieuse. Soudain, je réalise que la veste que j'ai attrapée à la hâte me serre aux épaules, les manches semblent un peu courtes, et l'odeur qui s'en dégage est étrange, pas du tout le parfum que j'avais vaporisé autrefois sur le col de ma veste similaire. J'ai palpé distraitement le tissu et compris, ce n'est pas ma veste. Le style est semblable, mais pas identique. Comment cela a-t-il pu arriver? Il semble qu'on les ait mélangés au vestiaire, c'était le chaos total. De frustration, j'ai failli jeter la veste par terre, mais je me suis souvenu que le temps était humide et que j'avais encore des documents importants dans mon sac. Je ne voulais pas qu'ils soient trempés. Eh bien, pensais-je, merci le destin. Non seulement le tribunal m'a presque conduite à l'hystérie, mais maintenant je suis aussi sans mes propres vêtements. Mais peut-être est-ce la veste de cette fameuse maîtresse? Connaissant ma chance, c'est tout à fait possible. Elle portait aussi une veste matelassée bleue, je crois. Oh mon Dieu, devrais-je rire ou pleurer? J'ai décidé de vérifier la poche, espérant trouver une étiquette ou peut-être une carte de visite pour rendre l'article à sa propriétaire. J'ai glissé la main dans la poche intérieure et senti un bout de papier plié. Je l'ai sorti délicatement. Une feuille froissée,
comme arrachée d'un carnet, et j'ai lu « Assure-toi qu'elle ne conteste pas la propriété. Ça doit ressembler à un accident. Délai, pas plus de 2 semaines. J'ai promis le reste de l'argent après la liquidation finale. » Mes doigts sont devenus glacés et j'ai laissé tomber le papier par terre. Ma tête a tourné un instant, mon cœur s'est emballé comme si je venais de courir un 100 mètres. Une seule pensée martelait dans mon cerveau. Est-ce que ça parle de moi? Veulent-ils? Non, c'est insensé. Je me suis accroupie, tremblante, en ramassant le papier. Instinctivement, je l'ai glissé dans mon sac et j'ai regardé nerveusement autour de moi. Les passants vaquaient à leurs occupations, certains en magasin, d'autres à diverses courses. De leur point de vue, il n'y avait rien de surréaliste. Mais pour moi, soudain, le monde avait basculé. Les lignes sur ce bout de papier, écrites d'une main tremblante, étaient essentiellement un verdict. Ils allaient m'éliminer pour que je ne puisse rien contester. Mais qui et pourquoi? Immédiatement, toutes sortes d'hypothèses ont afflué dans mon esprit. Cette fille, la maîtresse de mon mari, pourrait facilement manigancer quelque chose comme ça. Elle attisait sa haine envers moi depuis plusieurs mois. Peut-être avait-il secrètement décidé qu'il serait plus facile de se débarrasser de moi que de diviser les biens conformément à la loi? J'ai continué à trébucher dans la rue, manquant de tomber plusieurs fois. J'essayais de me dire, peut-être que ça ne me concerne pas du tout, juste une stupide coïncidence. Mais et si mon nom était mentionné quelque part? Peut-être même que mon mari a décidé que j'irais jusqu'au bout, que je voudrais faire appel ou provoquer un scandale, et qu'il serait plus pratique pour lui de se débarrasser de moi. Mon âme se tordait sous l'effet de telles pensées. Il m'a fallu quelques minutes avant de pouvoir plus ou moins reprendre mon souffle. J'avais besoin de trouver un coin tranquille dans une cour, de m'appuyer contre un mur et de relire le mot. J'ai ressorti prudemment le bout de papier et j'ai vu, elle ne doit pas réclamer le logement ou les finances. Si nécessaire, utiliser les relations. Éliminer à temps, en gardant mon visage hors de ça. Le montant. Et il y avait un chiffre assez rond. Une fois que nous serons sûrs que tout est propre. J'ai frissonné. Jusqu'à présent, j'avais pensé que mon mari voulait juste me mettre à la porte de l'appartement, prendre le contrôle total de notre maison que nous avions, ou du moins le pensais-je, construite ensemble, et me laisser à la rue. Mais maintenant, la situation était différente. Cela ressemblait plus à un ordre. Est-il possible qu'il soit capable de meurtre? Et pourtant, au tribunal, il a véhiculé l'idée que j'étais immorale, folle. Il aurait pu monter tout le monde contre moi à tel point qu'un jour, ma disparition soudaine ne surprendrait personne. Oui, c'est peut-être exactement ce qu'il prévoit. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge, puis affaiblie. Je me suis surprise à jouer avec la fermeture éclair de cette étrange veste. Il est en fait logique de supposer que, puisque la veste appartient à la maîtresse, le papier lui appartient probablement aussi. Dans ce cas, voilà la réponse. Je me suis souvenu de ses yeux, qui avaient parfois une étrange froideur. J'avais longtemps soupçonné que derrière son apparence angélique se cachait un caractère dur, un caractère qui, combiné à ma douceur, pliait facilement mon mari à sa volonté. Devrais-je courir à la police maintenant? Mais je n'ai même pas la preuve que le mot concerne cela. Il n'y a pas de nom de famille, et qui me croirait? J'imagine déjà le sourire narquois sur le visage de l'officier. Qui sait ce que vous avez lu, mademoiselle? Je suis terrifié. Et retourner au vestiaire du tribunal pour demander l'échange de mes vêtements, ce n'est probablement plus pertinent maintenant. De plus, si cette fille réalise que j'ai l'objet avec son secret, son plan pourrait s'accélérer. Je dois agir sagement. Et pourtant, j'ai décidé de ne pas abandonner. Mon amie d'enfance, Amanda, me disait toujours, quand la vie te pousse contre le mur, cherche les points faibles de l'ennemi. J'ai longtemps hésité à appeler mon mari mon ennemi, mais maintenant je ne vois pas d'autre définition. Lui et sa maîtresse ne veulent clairement pas plus mon bien-être qu'un chasseur ne veut le bien-être d'un renard. Cela signifie que je vais devoir trouver des preuves de leur complot, ou au moins me protéger. J'ai appelé Amanda, essayant de parler d'un ton calme. Je lui ai dit que le tribunal avait été un échec total et que j'avais urgemment besoin de la voir. Elle a été surprise mais a accepté de venir au café près de chez nous dans quelques heures. Elle a beaucoup parlé de sa surcharge de travail, mais quand elle a vu le choc dans lequel j'étais, elle a immédiatement pris une pause. Quand je suis arrivé sur place, un établissement modeste, assez vide, avec une odeur de pâtisserie fraîche, Amanda était déjà assise à une table avec 2 tasses de thé. Moi, par contre, je pouvais à peine avaler quoi que ce soit, mon estomac était noué. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle doucement, remarquant mon visage tiré et mes yeux rouges. « Le tribunal ? Raconte. »
Je lui ai tout raconté du mieux que je pouvais, luttant pour reprendre mon souffle, et à la fin, j'ai sorti le funeste papier de mon sac et le lui ai tendu pour qu'elle le lise. Les yeux d'Amanda se sont écarquillés aussi. Elle a saisi la feuille comme si elle pouvait lui mordre les doigts, puis a murmuré « C'est horrible. Mais on ne va pas rester les bras croisés. La police pourrait nous envoyer balader, mais on peut aller voir un avocat, chercher des contacts, essayer de mener notre propre enquête. La maîtresse de ton mari se sent peut-être trop confiante. Peut-être qu'on devrait ?» Elle s'est tue, examinant les options. J'ai ajouté doucement que je ne savais pas où aller maintenant. Si je crois ces lignes, l'opération pourrait avoir lieu à tout moment. Oui, ça semble paranoïaque, mais plus je décortique ce qui est écrit, plus ça devient clair. Les mots ça doit ressembler à un accident expliquent tout. Il pourrait facilement me pousser sous une voiture, déclencher un incendie, m'empoisonner, et personne ne soupçonnerait un meurtre. Et mon mari hausserait facilement les épaules, nous étions en conflit, mais je ne lui voulais pas de mal, et rien ne pourrait être prouvé. Il faut faire des copies, dit soudain Amanda avec détermination. Photographie-le, envoie-le à quelqu'un de confiance. S'il y a un endroit où tu peux te cacher, fais-le. Et nous, on commence à bouger immédiatement. J'ai un ami, il travaille dans les enquêtes privées. Assez discrètement, mais contre rémunération, il peut vérifier les antécédents de cette dame, ses contacts. J'ai saisi la main de mon ami, bien que mon pouls soit toujours rapide, j'ai ressenti de la chaleur en sachant que je n'étais pas seul. Nous avons convenu que je lui enverrai une photo du mot aujourd'hui même et que j'irai chez ma tante à la campagne. Tante Cheryl a sa propre maison, loin de l'agitation de la ville. Elle m'avait dit un jour, si jamais tu as besoin de fuir de mauvaises circonstances, ma porte t'est toujours ouverte. Oui, je devrais prendre quelques jours pour rassembler mes forces et planifier mes prochaines étapes. Le soir même, j'ai fait une petite valise, mis quelques affaires dedans de manière à ne pas attirer l'attention, éteint mon téléphone et suis allé à la gare routière. J'étais terrifié. Et si quelqu'un me surveillait? Et s'il savait déjà que j'avais découvert le secret sur l'assassinat imminent? Mais la simple pensée de m'échapper de ce nid m'encourageait. Dans le bus, je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil autour de moi, essayant d'être discrète. La plupart des passagers étaient des femmes âgées, des adolescents avec des écouteurs et quelques propriétaires de maisons de campagne avec du matériel de pêche. Personne ne ressemblait à un tueur à gages. J'ai essayé de me détendre, pour me distraire, j'ai regardé les paysages par la fenêtre. Nous quittions la ville. Les prairies et les champs ont cédé la place à des banlieues grises et monotones, et bientôt l'autoroute sombre traversait de rares rangées d'arbres. Quand je suis enfin arrivé chez ma tante, je me suis senti un peu plus calme. Elle m'a serré fort dans ses bras sans rien demander, regardant juste mon visage baigné de larmes et secouant la tête comme pour dire « pauvre petite ». Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mais quand j'ai fini par m'assoupir, j'ai fait un cauchemar. Je marchais dans une ruelle et derrière moi, des bruits de pas. Quelqu'un tendait la main pour me pousser sur la route où une voiture fonçait. Je me suis réveillé en sueur froide. Le matin, ma tante m'a donné du lait avec du miel. Elle a dit que c'était pour calmer mes nerfs et m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai brièvement tout expliqué, mais je n'ai pas mentionné le mot sur l'assassinat. J'avais peur qu'elle ait encore plus peur ou qu'elle pense que j'exagérais. J'ai seulement dit que j'avais peur de mon mari et de sa nouvelle petite amie, qu'un mauvais scénario se dessinait et que j'avais besoin de rester au calme pendant un certain temps. Ma tante a hoché la tête et m'a suggéré de rester avec elle jusqu'à ce que les questions de divorce soient réglées. Un jour plus tard, Amanda a appelé. J'avais acheté exprès une nouvelle carte SIM pour qu'on ne puisse pas nous tracer via mon ancien numéro. Mon ami a dit que sa connaissance, le détective privé, était généralement disposé à prendre l'affaire, mais qu'il aurait besoin d'une avance et de quelques pistes. Dis-moi ce qu'il faut découvrir exactement, a relayé Amanda ses paroles. Je lui ai demandé de tout découvrir sur la maîtresse de mon mari, d'où elle vient, si elle avait déjà été impliquée dans des situations similaires. La question revenait sans cesse dans mon esprit, avait-elle déjà fait ça à quelqu'un d'autre avant? Pendant que le détective fouillait son passé, je suis resté chez ma tante, l'aidant dans le jardin, presque pour m'occuper, pour ne pas penser que ma mort pouvait être planifiée à tout moment. Mais mon esprit ne pouvait pas oublier. J'ai noté des points pour moi sur papier, police, tribunal, conférence de presse, fuite du pays, tout cela semblait fantastique et terrifiant. Le 5e jour, mon ami m'a recontacté et m'a dit, le détective a trouvé quelque chose. Il semble que la maîtresse de ton mari ait une histoire étrange dans son passé. Elle a eu des relations avec des hommes riches 2 fois, et les 2 cas se sont terminés brusquement. D'abord un scandale bruyant, puis la disparition inattendue d'un des partenaires. Cependant,
Après un certain temps, l'homme a été retrouvé vivant et en bonne santé à l'étranger, mais il a refusé de dire quoi que ce soit. L'autre est mort dans un accident. En général, c'est un tableau sombre. Pas de condamnation directe, mais il y a une suggestion de quelque chose de louche. Peut-être suit-elle vraiment un schéma familier, attirer la victime dans des combines, puis éliminer les obstacles épouses, concurrents, créanciers, peu importe qui. En entendant cela, j'ai frissonné. Donc, ce n'était pas que des mots vides sur du papier. Et si mon mari était déjà complice? Après tout, nous avions été ensemble pendant des années. Il savait être attentionné, mais après l'entrée de cette jeune prédatrice dans sa vie, il est devenu une personne complètement différente. Faute de meilleure option, j'ai demandé à mon ami de me mettre en contact avec un avocat qui pourrait me conseiller si je devais porter plainte à la police pour menace sur ma vie. Mais nous savions toutes les deux qu'il y avait peu de preuves directes. Le mot, pas de signature, pas de nom, pas de détails. Pas de témoin. Ce qu'il faisait dans le manteau de quelqu'un d'autre? Pas clair. Il pourrait soupçonner que je l'ai forgé par vengeance contre mon ex-mari. Alors, l'avocat, qui selon Amanda était fiable mais demandait des honoraires élevés pour ses services, a suggéré de monter une provocation, photographier le mot et laisser entendre à mon mari que j'avais des informations compromettantes. Il a dit, s'il mord à l'hameçon, commence à se justifier ou à s'indigner, il sera plus clair que le plan d'assassinat était réel. J'avais peur, mais je comprenais, si je ne me protégeais pas, je pourrais bientôt perdre la vie. Tante Cheryl, en apprenant que je prévoyais de retourner en ville, s'est agitée. Ma chérie, ça pourrait être dangereux. Et s'ils essayaient vraiment de te tuer? Mais j'ai juste haussé les épaules. Et puis, alors que j'hésitais, j'ai soudain reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu et j'ai entendu la voix de mon mari, comme si de rien n'était. Bonjour. J'ai essayé de te trouver. Où étais-tu? J'ai une proposition. Discutons de nos différends sans impliquer les tribunaux. Pourquoi veux-tu tout compliquer? Je suis prêt à te donner de l'argent si tu acceptes de ne rien contester. Il faut juste qu'on se voie. Une vague de froid m'a parcouru. Voilà la confirmation. Il avait décidé de ne pas faire traîner l'affaire par d'autres procédures judiciaires qui pourraient s'éterniser. Il veut acheter mon silence. Ou me piéger. Et puis j'ai compris, puisqu'il m'appelle lui-même, il ne sait probablement pas que j'ai le mot entre les mains. La maîtresse a-t-elle réalisé que son objet avait été laissé par erreur avec moi? Probablement pas. Après tout, elle est sortie en courant après lui ce jour-là, laissant le manteau au vestiaire, et ils sont simplement partis. D'accord, dis-je, en essayant de ne pas trahir le tremblement dans ma voix. Où veux-tu qu'on se rencontre? Il a suggéré notre ancien petit restaurant préféré, celui où nous avions célébré notre anniversaire une fois. Symbolique et effrayant. C'est là que j'avais entendu sa confession qu'il avait quelqu'un d'autre, mais je ne l'avais pas pris au sérieux à l'époque. Bon, soit, le restaurant. Je peux me préparer, emmener quelqu'un avec moi. Soudain, obtenir des informations de sa part, ou au moins observer sa réaction. Quand j'ai partagé mon plan avec Amanda, elle a immédiatement rejeté l'idée d'y aller seule. Tu es folle? Il pourrait mettre du poison dans ta boisson, ou ses amis pourraient ne pas te laisser partir, s'est-elle exclamée. Le détective pourrait se tenir dehors, mais ça ne garantit pas ta sécurité. Nous avons discuté du fait que si c'est un lieu public, il y a quand même moins de risques que dans un garage vide, mais qu'on ne peut pas se détendre complètement. Le jour de la rencontre est arrivé. J'ai décidé de porter des vêtements discrets, rien de voyant, avec des chaussures confortables, au cas où j'aurais besoin de courir. Je suis arrivé en avance, j'ai choisi une table avec une bonne vue, je me suis assise face à l'entrée et j'ai éteint mon téléphone. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que le serveur l'entende. Aux tables voisines, des femmes discutaient tranquillement, un homme légèrement éméché riait fort, quelqu'un prenait des photos avec son smartphone. Environ 15 minutes plus tard, mon mari est entré. Il m'a vu et a souri avec suffisance. Son regard était froid, sûr de lui. Il s'est assis en face de moi, a déboutonné sa veste. « Eh bien, dit-il à voix basse. Je suis content que tu sois venu. J'espère que tu es raisonnable et que tu ne veux pas d'une longue guerre. » J'ai juste hoché la tête en le regardant. Il a immédiatement commencé à parler de sa volonté de faire certaines concessions, de me donner une certaine somme d'argent pour que je le laisse tranquille et que je ne réclame pas une part des biens. Tu vas gaspiller beaucoup d'énergie dans toutes ces batailles judiciaires, crois-moi. Tu ferais mieux de prendre, disons, 700 000 en espèces et de partir sans scandale. C'était même moins d'un tiers de ce à quoi j'avais droit dans un partage équitable des biens. Mais j'ai fait semblant d'y réfléchir, le regardant droit dans les yeux, j'ai dit, oui,
peut-être que je serai d'accord. Mais d'abord, dis-moi ce qui se passera si je ne le suis pas. As-tu déjà imaginé un plan pour te débarrasser de moi? Il s'est brusquement penché en arrière sur sa chaise. Quelle absurdité! Pourquoi aurais-je besoin de me débarrasser de toi? J'ai juste besoin que tu disparaisses de ma vie, même si c'est dans une autre ville. Et si j'avais trouvé un mot dans le manteau de quelqu'un d'autre qui mentionne des accidents et une élimination? Comment expliques-tu ça, chérie? Oh Momo, je l'ai vu tressaillir, bien qu'il ait rapidement essayé de cacher sa réaction. Il a dit, quelle absurdité! Ne nous laissons pas emporter par des fantasmes. Mais dans son regard, j'ai surpris quelque chose comme de la peur. Écoute, ne devenons pas fous, dit-il doucement. Si tu as des soupçons, on peut régler ça. Je n'avais pas l'intention de tuer qui que ce soit. Je comprends. Mais peut-être que quelqu'un de proche de toi avait l'intention de le faire? Ai-je demandé. À ce moment-là, il s'est tu, son regard s'est détourné, et j'ai alors réalisé, il n'est peut-être pas le cerveau, mais il suivait simplement le plan de la maîtresse, attisant le conflit avec moi. Mais c'était quand même affreux. Il ne l'avait pas arrêté, s'il avait deviné qu'elle avait l'intention de se débarrasser de moi. Une nouvelle vague de ressentiment a bouilli en moi. Nous avons parlé longtemps. Il offrait activement de l'argent, me suppliait de ne rien ébruiter, de ne pas mentionner son nouvel amour. À propos du mot, il a dit que c'était une sorte de malentendu, que j'avais des hallucinations. Chérie, j'ai vu le muscle de son cou tressaillir, vu comment il cachait son irritation. Il savait que je pouvais faire une scène là, dans le restaurant. Plusieurs fois, je l'ai remarqué regardant autour de lui dans la salle, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un d'autre arrive. Mais apparemment, la maîtresse n'était pas à proximité. Peut-être se tenait-elle à l'écart. Finalement, j'ai dit, d'accord, faisons comme ça. Je vais y réfléchir. Mais avant d'accepter l'argent, je veux m'assurer que je serai en sécurité. Sinon, j'irai à la police et je leur donnerai quelque chose à analyser. J'ai hoché la tête de manière significative, faisant comprendre que je parlais du mot. Il a forcé un sourire et a dit, bien sûr, tu seras vivante et en bonne santé. Nous ne sommes pas des barbares, nous sommes des gens raisonnables. Honnêtement, je suis surpris de la vivacité de ton imagination. Mais le tremblement nerveux de sa main en disait long. C'est ainsi que nous nous sommes séparés. Il est allé au comptoir, a payé l'addition, puis nous sommes sortis tous les deux. La pluie avait cessé et le soleil brûlait une tache jaune dans le ciel. J'ai hélé un taxi pour qu'il ne propose pas de me raccompagner et j'ai vu dans le rétroviseur que mon mari est resté là encore quelques minutes, tapant quelque chose sur son téléphone avec une expression sombre. Peut-être disait-il à elle que je savais. Après cette rencontre, une nouvelle vague de désespoir m'a submergé. Il semblait que désormais, j'étais entre leurs mains. S'ils décidaient que j'étais une menace, ils pourraient essayer de se débarrasser de moi avant que je puisse aller à la police. Je me suis dépêché de rentrer chez moi, ou plutôt, dans l'appartement d'une amie. Elle était en vacances et avait accepté de me prêter son logement. Les doigts tremblants, j'ai composé le numéro d'Amanda et j'ai raconté la conversation. C'est bon, a dit Amanda. On demandera conseil à l'avocat. Peut-être devrions-nous notifier officiellement les autorités, montrer que nous savons et les avertir. Alors ils ne pourront pas agir ouvertement. Mais comme l'a expliqué l'avocat, nous n'avions essentiellement pas de dossier solide. Le mot était suspect, mais il n'y avait pas de nom. Prouver que l'amour de mon mari a conduit une femme à engager un tueur à gages serait difficile au tribunal. Oui, nous pouvions déposer une plainte, mais si les criminels étaient assez malins, ils couvriraient leurs traces et me feraient passer pour folle. Le lendemain soir, je paniquais, me maudissant de ne pas avoir photographié la réaction de mon mari, de ne pas avoir enregistré un fichier audio. Plus tard, dans un état semi-conscient, j'ai finalement fait un petit pas d'espionnage technique. J'ai acheté un minuscule enregistreur vocal et j'ai essayé d'enregistrer une nouvelle conversation avec mon mari par téléphone. Mais il parlait prudemment, utilisant des phrases évasives, ne confirmant jamais rien directement. À la fin, il a seulement dit « Eh bien, tu sais, dans notre situation, il est plus facile pour toi de disparaître que de continuer à faire scandale. » Puis il a raccroché. Le dictaphone, ce petit appareil, presque impondérable, je le portais partout avec moi. J'avais peur qu'un jour il m'attrape dans la rue. Je m'imaginais face à la présence écrasante de la maîtresse qui n'aurait pas pitié de moi et ne ressentirait aucun remords. Je ne pouvais ni manger ni dormir. J'attendais juste un mauvais coup. La seule chose qui me faisait tenir était la pensée qu'Amanda et un détective étaient quelque part à proximité et que si quelque chose tournait mal, ils pourraient faire quelque chose. Mais est-ce vraiment le cas ?
Pendant les longues 2 semaines, peu de choses avaient changé. Je vivais toujours avec ma valise, me cachant chez les uns et les autres. Une fois, une femme étrange m'a appelé. Elle s'est présentée comme notaire et a commencé nonchalamment à poser des questions sur mes projets pour l'appartement. J'ai immédiatement senti un piège, j'ai dit que je ne savais pas de quoi elle parlait et j'ai raccroché. C'était peut-être une ruse de ceux qui voulaient m'entraîner dans une conversation. Puis, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, un appel de mon mari est arrivé. « Tu sais, dit-il, son amie dit qu'elle est prête à te parler directement. Peut-être que vous pourrez discuter des termes vous-même et régler vos griefs mutuels. » Je suis fatigué d'être le médiateur. J'ai failli éclater de rire. Je n'avais aucune intention de discuter de griefs avec elle directement, surtout avec son rôle possible de commanditaire de la liquidation. Mais encore une fois, j'ai décidé, si je n'essaie pas, je manquerai la chance soit de rassembler plus de preuves, soit de les forcer à reculer. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café tranquille avec peu de monde. Par sécurité, j'ai informé notre connaissance, le détective, de l'heure et du lieu, et je lui ai demandé d'attendre à proximité dans sa voiture. Si je n'étais pas là à l'heure convenue, quelque chose aurait mal tourné. De plus, j'ai pris le dictaphone caché sous des couches de vêtements. Me voilà donc assise à une table près de la fenêtre, où le verre fissuré déforme légèrement la vue. Je regarde les gouttes de pluie éclabousser la flaque d'eau. 15 minutes se sont écoulées, et elle n'est toujours pas là. Soudain, une femme mince-entre, les cheveux découverts, autour du cou un foulard léger. Son regard balaie la pièce. C'est elle. Je ne l'avais vue que brièvement au tribunal, mais maintenant je pouvais mieux la regarder. Un nez délicat, des pommettes saillantes, des lèvres à la courbe boudeuse. Ses yeux se plissent en me voyant. Elle fait un pas et s'assoit en face de moi sans demander la permission. « Bonjour, Lily. »« Oui », répond-elle sèchement. Sa voix est froide. « Allons droit au but. Quel est le problème ?» J'avale la boule dans ma gorge. « Vous vouliez parler. Je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes immiscé dans ma famille et ce que vous attendez de moi, à part un divorce. » Elle a souri étrangement, observant ma réaction. « Écoutez, je n'ai pas besoin de drame. Votre mari veut une nouvelle vie, et je fais partie de cette nouvelle vie. Nous voulons que vous ne réclamiez pas ses biens. Après tout, vous ne les avez jamais vraiment divisés correctement selon l'accord, n'est-ce pas? La décision du tribunal n'est pas encore définitive. Si vous essayez de la contester, ça pourrait mal tourner pour vous. Vous feriez mieux de prendre l'argent, comme il l'a dit, et de disparaître. Et si je ne le fais pas, je demande, presque machinalement. Elle fait une pause théâtrale et sirote le thé que le serveur lui a apporté. Vous savez, parfois il y a des tragédies. Comme quand il y a un accident sur la route, ou quelque chose arrive à une maison, une fuite de gaz, des histoires terribles. Ma respiration se coupe. Elle parle d'une possible mort accidentelle, sans hésitation. Peut-être pense-t-elle que je ne pourrai pas le prouver. Oui, elle ne le dit pas ouvertement, mais l'allusion est plus que claire. Alors, vous me menacez de mort, je parviens à articuler. Elle secoue la tête, fixant ma tasse de café. Je dis juste que la vie peut être imprévisible. Si vous êtes raisonnable, tout se passera sans incident. N'essayez pas d'être une héroïne. Votre mari veut un divorce sans scandale public. Pourquoi voudriez-vous ça? Prenez l'argent et vivez paisiblement. Ma main se serre en un point sous la table, mais j'essaie de maintenir une apparence de contrôle et je dis, et pourtant, disons que je ne suis pas d'accord. Disons que j'ai quelque chose qui pourrait vous détruire. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Elle tressaille, son regard se durcit. De quoi parlez-vous? Le bout de papier, je souris avec suffisance. Je l'ai trouvé dans la veste de quelqu'un d'autre. Un contenu assez intéressant. Si je veux, je peux l'apporter à la police maintenant. Maintenant, elle ne cache pas son mépris. La police, dites-vous? Et que leur prouverez-vous? Que le papier traînait dans une veste? Ridicule. Il n'y a pas de signature, pas de date. Ils décideront que vous l'avez inventé vous-même. Qui croirait une épouse rejetée? Et d'ailleurs, j'ai des relations, de l'argent. Votre ex disparaîtra tout simplement, ne vous écoutera même pas. Quant à moi, je pourrais prétendre que vous me harcelez. Je réalise qu'il est très dangereux de continuer, mais à l'intérieur, ma colère s'enflamme. Elle admet pratiquement ouvertement qu'elle est prête à tout pour me faire taire à jamais. Je prends une inspiration et décide de contre-attaquer. Écoutez, je ne suis pas une ombre et je n'ai pas peur des gens comme vous. Oui, j'ai moins d'argent et moins de relations, mais s'il m'arrive quelque chose, mes amis ont une copie de ce mot et une lettre avec mes commentaires. Ils apporteront tout au comité d'enquête.
Votre bien-aimé se retrouvera au centre d'une affaire criminelle. Ne pensez-vous pas qu'il n'aimera pas ça? Je bluffe, en partie. Oui, j'ai une amie avocate et un détective, mais leurs ressources sont limitées. Cependant, cette phrase fonctionne parfois si quelqu'un ne veut pas risquer ouvertement trop gros. La maîtresse pince les lèvres, perdant brièvement le contrôle. La haine éclate dans ses yeux. Puis elle se ressaisit, force un sourire et repousse la tasse. D'accord, disons que nous nous mettrons d'accord. Nous augmenterons la somme. Vous aurez assez pour vivre de toute façon. Votre belle maison restera la nôtre. Mais si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, arrêtez de parler des papiers. Dès que le divorce sera officiel, vous quitterez la ville. Elle est grande. Vous pourrez louer un appartement ici, mais aucune mention de nous à qui que ce soit. Sinon, une tragédie sur la route, dis-je avec un sourire tordu. Elle ne répond pas, se lève simplement, fait un signe de tête au serveur, jette un billet sur la table et sort. Je reste assise, immobile, pendant plusieurs minutes, incapable de bouger. Puis je réalise que je dois partager cela avec le détective dès que possible. Il doit l'avoir enregistré, ou au moins moi, sur le dictaphone. Heureusement, mon dictaphone caché a fonctionné. Il y a un enregistrement des voix, bien que sans nom. Cela pourrait être quelque chose. C'est là qu'une nouvelle phase du cauchemar a commencé. Je recevais régulièrement des messages de mon mari où il répétait, d'un ton irrité, « Décide-toi. Tu prends l'argent ou non? Si oui, viens signer les papiers. » Je continuais à temporiser, utilisant diverses excuses, cherchant des moments pour enregistrer à nouveau ses paroles. Mais il était prudent, parlant par allusion. La maîtresse avait disparu, comme si elle se faisait discrète. J'ai commencé à repérer des gens étranges dans les rues, craignant qu'ils n'envoient quelqu'un pour me liquider. Pendant ce temps, l'avocat a dit que nous avions déjà assez de matériel pour au moins lancer une enquête policière. L'enregistrement de la conversation avec la maîtresse, ses menaces directes, bien que sans nom, la voix pouvait quand même être identifiée, plus le mot lui-même et le comportement de mon mari. Nous sommes allés à l'un des postes de police et avons déposé la déclaration appropriée. Ils nous ont repoussés avec des commentaires selon lesquels tout n'était que des suppositions verbales et que l'enregistrement devrait être vérifié par un expert. Mais l'avocat a insisté, alléguant la corruption. En conséquence, ils nous ont reçus et ont dit qu'ils étudieraient les documents. Une autre semaine s'est écoulée dans une tension terrible. Je ne savais pas ce que la maîtresse et le mari prévoyaient de faire une fois qu'ils apprendraient que j'étais allé à la police. Ils agiraient sûrement plus vite, me disait ma voix intérieure. Mon amie essayait de ne pas me laisser seule, mais elle avait son travail, sa famille, elle ne pouvait pas rester avec moi éternellement. Le détective, d'un autre côté, a dit qu'il pourrait valoir la peine de les attirer dans une tentative d'assassinat spécifique, mais que c'était trop dangereux. J'avais déjà peur de faire un pas dans l'entrée sans regarder derrière moi. Pourtant, ma patience a craqué quand j'ai accidentellement vu la maîtresse près d'un magasin familier où j'avais décidé de faire mes courses, accompagnée de quelques personnes suspectes. Ils se tenaient à l'écart, échangeant de brèves remarques, après quoi elle a hoché la tête et ils se sont dispersés. Leur apparence était loin d'être corporative, leur visage était sombre, leurs vêtements simples, leur silhouette forte. Peut-être des agents engagés? Je ne me suis pas approché, me fondant dans la foule, puis je me suis dépêché de rentrer chez moi, sentant mes genoux trembler. J'ai senti que je ne pourrais pas gérer ça seul. J'ai demandé de l'aide à l'avocat. S'il vous plaît, organisez une protection ou quelque chose comme un garde du corps. Il a expliqué que la protection gouvernementale est généralement fournie en cas de menace réelle, mais qu'il n'y avait pas encore assez de preuves. Néanmoins, grâce à ces relations, on m'a assigné un garde de sécurité privé, un ancien agent opérationnel, qui a accepté de m'accompagner pour une somme modique. Il vivait à proximité et aidait à vérifier la surveillance. Avec sa présence, je me sentais un peu plus en sécurité, mais la peur ne disparaissait pas. 2 jours plus tard, mon mari m'a appelé lui-même, disant avec colère, « Pourquoi es-tu allé à la police? Ne réalises-tu pas que ça ne fera qu'empirer les choses? Tu aurais dû régler ça plus discrètement. » J'ai répondu que puisqu'il n'y avait pas de contrat, nous réglerions tout conformément à la loi. Il a juré et raccroché le téléphone. Le soir même, j'ai appris par notre détective que la maîtresse était partie en voyage d'affaires vers une destination inconnue. J'ai été secoué. J'ai décidé que cela signifiait qu'elle avait encore des gens autour d'elle, prêts à finir ce qu'ils avaient commencé. Le pire était que la police ne se pressait pas d'enquêter. Je n'arrêtais pas d'appeler, mais ils n'avaient pas encore ouvert de dossier. Ils avaient besoin de plus d'informations. Je me sentais coincé. J'ai même commencé à penser,
Devrais-je déménager dans une autre ville, changer mon passeport, commencer une nouvelle vie sous un autre nom? Mais j'ai réalisé que ce serait une fuite indéfinie. Pourquoi devrais-je abandonner tout ce que j'avais construit au fil des ans et me cacher comme une criminelle? Je devais espérer pouvoir provoquer mon mari à prendre des mesures plus évidentes pour pouvoir les livrer à la police. Et une opportunité pour cela s'est présentée de manière inattendue. Son avocat, qui m'avait férocement attaqué au tribunal auparavant, m'a appelé et m'a demandé de venir à une réunion, soi-disant pour un arrangement en présence d'un notaire. Il a promis que mon mari était prêt à me transférer officiellement une partie de ses biens. Tout ce que j'avais à faire était de retirer ma déclaration à la police et d'admettre certaines choses au tribunal. Bien sûr, cela semblait suspect, mais j'y suis allé, emmenant le garde comme compagnon, lui demandant d'attendre dans la voiture et gardant l'enregistreur sur moi. Nous avons convenu que l'avocat aurait également la police prête à être appelée si je ne sortais pas à l'heure convenue. Quand je suis entré dans le bureau et que j'ai vu que seul mon mari était là, sans le notaire et sans l'avocat, j'ai réalisé que c'était un piège. Il a dit que le notaire viendrait plus tard, mais pour l'instant, parlons seuls. Les portes se sont refermées avec un clic. J'ai senti une vague de panique, mais j'ai quand même décidé que je devais aller jusqu'au bout. « Asseyez-vous » a-t-il indiqué une chaise près de la table. Je me suis assise, gardant mon sac dans mes mains. « Eh bien, ai-je demandé aussi sûrement que possible, où est votre notaire ?» Mon mari a hésité un instant. « Il ne viendra pas. Il a peur de la publicité. Nous devons régler ça nous-mêmes. Tu arrêtes tes actions, retire ta déclaration, et je te donne l'argent. Et voici mon document. » Il m'a tendu un papier avec la condition que je quitte la ville dans les 24 heures et que j'abandonne toutes mes réclamations. Je me suis mordu la lèvre. « Et si je ne suis pas d'accord ?» ai-je demandé. Il m'a regardé sombrement. « Alors ça finira bien pire. Comprends, il y a des gens qui savent déjà que tu interfères. Si tu ne te calmes pas, ils mèneront ça à sa conclusion logique. Ça ne me plaît pas non plus, mais il n'y a pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière, c'est notre mariage ou ma vie. » Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il n'a pas répondu tout de suite, puis a marmonné, je ne voulais pas en arriver là. Mais elle m'a piégé. Elle a des relations. Ils peuvent le faire proprement. Je suis désolé, mais c'est de ta faute. Tu ne voulais pas juste partir? J'ai failli perdre le souffle. C'était essentiellement un aveu qu'il acceptait l'assassinat, bien qu'il n'ait pas directement reconnu l'ordre. Et j'avais allumé l'enregistreur, donc tout était enregistré. J'ai essayé de gagner du temps. Alors, tu attends consciemment qu'il me liquide. Il a soupiré lourdement, regrettant clairement ses paroles. Ne te méprends pas. Tu ne devrais juste pas être ici. Alors nous pourrons vivre paisiblement. Et elle pourra obtenir ta part de l'héritage et l'appartement aussi. Tous les masques étaient tombés. Il avait ouvertement révélé leur plan de prendre ma part, et ça ne le dérangerait pas si je disparaissais. D'accord, dis-je, essayant de cacher à la fois ma colère et ma peur. Combien offres-tu ? 500 000. Je ne peux pas faire plus. Je suis déjà endetté. Il a vu le coin de ma bouche tressaillir. D'accord. J'ai fait semblant de réfléchir, mais en réalité, je calculais comment sortir de la vivante et garder l'enregistrement. S'ils étaient d'accord, ils pourraient essayer de se débarrasser de moi sur le champ. J'ai dit que je voulais tout discuter avec mon avocat. Laisse-le venir dans une demi-heure. Il a protesté, mais j'ai insisté, sinon, l'accord est inutile. Je ne peux rien signer sans avocat. Il a hésité, mais m'a finalement laissé partir, me demandant de ne pas trop tarder. Je me suis précipité dehors, j'ai immédiatement appelé le garde, et nous sommes partis en voiture. J'ai à peine repris mon souffle et j'ai allumé l'enregistreur. Tout avait été enregistré. Cela devrait suffire à pousser la police à agir. J'ai remis l'enregistrement à mon avocat et nous sommes retournés à la police. Cette fois, ils ont réagi plus sérieusement. On entendait clairement sur l'enregistrement comment mon mari me menaçait, mentionnant des gens qui pourraient tout faire proprement. Une affaire a été ouverte pour tentative de meurtre, menace. En même temps, ils ont commencé à rassembler des informations sur la maîtresse. La police a suggéré une opération d'infiltration, mais j'ai dit que je leur avais déjà donné tous les enregistrements. Je ne pouvais qu'aider à l'avenir en organisant une réunion où ils pourraient les prendre en flagrant délit, s'il y avait des menaces directes ou des échanges d'argent pour ma vie. Bientôt, des gens sérieux se sont impliqués dans l'affaire. Il s'est avéré que la maîtresse était peut-être sous surveillance depuis un certain temps et avait été impliquée dans plusieurs affaires louches. Elle avait des liens dans les milieux criminels. Les chances de les faire tomber étaient réelles si j'aidais à rassembler des preuves.
J'ai accepté, bien que je tremblais de peur. Je devrais prendre contact et pratiquement me mettre en danger. Mais si tout se passait bien, il serait arrêté. Le jour convenu, je me suis rendu à l'endroit prévu, prétendant recevoir de l'argent, un manoir en dehors de la ville appartenant à un ami de la maîtresse. Bien sûr, je n'étais pas seul. Des policiers en civil étaient postés à proximité, un microphone était attaché à mes vêtements. Je suis entré dans la maison où se tenaient mon mari et la femme. Elle a souri avec suffisance, a placé une enveloppe devant moi et a dit « C'est même plus que ce que nous avions promis. L'essentiel est que tu partes et que tu ne nous gênes pas. Ou alors, ajouta-t-elle avec un geste, fais pas d'histoire. Tu pourrais même ne pas rentrer chez toi si tu fais du bruit. » Cette phrase a suffi. Les policiers sont entrés, ont montré leur badge. La maîtresse a explosé en jurons et s'est précipitée vers son sac, semble-t-il, elle avait une arme. Mon mari a tenté de s'échapper par la porte de derrière, mais il a été attrapé. Quelqu'un s'est jeté sur moi, je suis tombé et je me suis blessé au côté, mais le plus important, j'étais en vie. Finalement, tout le monde a été arrêté. L'arme a été trouvée, l'enveloppe avec l'argent était là, et la police avait les enregistrements audio. Tout un faisceau de preuves a été recueilli, prouvant un complot en vue d'un assassinat. Quand je me suis relevé en trébuchant, j'ai vu le visage de la maîtresse tordu par la rage. Elle hurlait que ce n'était jamais assez pour elle, que c'était ma faute, que mon mari était un imbécile de ne pas avoir fait le travail sans laisser de traces. Mon mari se tenait là, la tête basse, bien qu'il essayait d'appeler quelqu'un, exigeant un avocat. Le reste semblait un rêve. J'avais peine à croire que ce cauchemar se terminait. Quelques mois plus tard, l'enquête touchait à sa fin. On m'a accordé une protection jusqu'à ce que tout se calme. Sur la base de mon témoignage, des enregistrements audio et des preuves trouvées, y compris le fameux bout de papier de la poche de la veste de la maîtresse, que les experts ont confirmé comme authentique même s'il ne portait aucun nom, une affaire pénale a été ouverte pour préparation d'assassinat. Depuis lors, mon mari, maintenant ex-mari, et sa complice, la maîtresse, sont en détention préventive en attente de leur condamnation. J'ai mis longtemps à me rétablir, à voir un psychologue et à essayer de croire à nouveau en moi. Pendant que je restais sous protection, mon affaire concernant le partage des biens a finalement été réexaminée. Étant donné que de nombreux cas de ces manipulations financières ont été révélés, la plupart des actifs m'ont été restitués. Et surtout, on m'a redonné le sentiment que la justice pouvait prévaloir. La police a confirmé, si vous n'aviez pas remarqué le mot à temps, toute cette histoire aurait pu se terminer en tragédie. Maintenant, un soir, je sors d'un palais de justice, un autre, où l'affaire pénale est entendue. Alors que je cligne des yeux à la lumière d'un lampadaire, je pense à l'absurdité de l'agencement de nos vies. Une confusion accidentelle au vestiaire, la veste d'une inconnue, un bout de papier dans la poche, et la vérité monstrueuse a été révélée. Il est désagréable de réaliser que la personne en qui j'avais autrefois confiance aurait pu souhaiter ma disparition et ma mort. Mais je ne pleure plus. Je suis fier d'avoir tenu bon, de ne pas avoir abandonné et de ne pas m'être laissé détruire. Je marche sur les carreaux mouillés, je vois Amanda au loin qui me fait signe et sourit. Pensez, j'ai survécu, et maintenant tout sera différent. Le destin a fait en sorte que le mariage s'effondre, mais j'ai trouvé foi en ma propre force et découvert des gens qui me soutiennent vraiment. Le résultat de cette longue et folle histoire est le suivant. Parfois, quand il ne vous reste plus que le courage et la volonté de vivre, une issue se trouve. Et si quelqu'un essaie de vous effacer de la surface de la terre, votre persévérance peut renverser le cours des événements. Je n'aurais jamais pensé que la veste de quelqu'un d'autre me sauverait la vie, mais c'est exactement ce qui s'est passé. À la toute fin de la séance, quand il a été annoncé que mon mari et sa maîtresse seraient jugés pour des accusations criminelles, j'ai senti comme si une montagne avait été retirée de mon âme. Maintenant, tout est presque terminé. Il n'y a plus de moqueries bruyantes ni de menaces vides derrière moi. Je serre mon ami dans mes bras et j'entends ces mots chuchotés, « Tu as gagné ». Et dans ces moments, je réalise, oui, malgré toutes leurs tentatives, je suis en vie. Et ce n'est qu'aux derniers instants de ce voyage que je découvre la résolution que je n'aurais pas pu imaginer même dans mes pires cauchemars, la résolution où la vérité a été révélée par un simple bout de papier. Et moi, pensant avoir tout perdu, je me suis retrouvé, bien que parmi les ruines de mon ancienne vie. J'ai maintenant une ferme croyance en l'avenir.